Saint-Antoine, le village aux maisons centenaires et aux riches terres agricoles. Ici, les tracteurs sillonnent les champs immenses, les coquettes résidences se disputent en beauté la rue principale et le Richelieu caresse les rives du village. Ce tableau n'est rien d'autre qu'une invitation à la tranquillité. Difficile de croire que la vie palpitante de Montréal n'est qu'à 45 minutes de route d'un univers aussi paisible. Les charmes du village sont multiples. D'ailleurs, ils en ont séduit plus d'un. Au cours du siècle, plusieurs artisans ont trouvé refuge et inspiration dans ce havre de paix. Ceci n'a rien d'étonnant, car à Saint-Antoine, tout n'est qu'harmonie. Je me nomme Pauline Danseau-Desrosiers. Ça fait 85 ans que je reste à Saint-Antoine. C'est une petite paroisse, les gens se connaissent, on apprend à s'aimer, à s'entraider. En venant à Saint-Antoine, on avait un décor tout à fait extraordinaire. C'est un cadeau de calme. Ce que j'aime le plus dans le village, je pense, c'est l'aspect physique, la beauté des lieux. On a fait attention à ça ici. C'est un village qui est très propre. C'est un beau village. De toutes les régions du Québec, la Montérégie est peut-être la plus sous-estimée. Pourtant, elle demeure l'une des régions les plus variées de la belle province. Les tableaux que nous offre sa nature sont diversifiés et son patrimoine historique est important. La région de la Montérégie est située au sud de la province. Elle est adossée au grand bassin de population de l'île de Montréal. Le village de Saint-Antoine-sur-Richelieu se trouve à seulement 55 km de la métropole. Pendant tout le 18e siècle et même le 19e siècle, on va toujours retrouver comme occupation principale ici la culture qui se fait dans les rangs derrière. Production de céréales de base pour consommation locale et pour, évidemment, exportation sur le marché de Montréal, possiblement. Puis il semble-t-il qu'on a même exporté du foin au deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis. C'est un village plutôt linéaire. C'est un village avec un noyau institutionnel. C'est quoi le noyau institutionnel dans un village comme celui-là, qui est un village agricole? L'église, le presbytère. De part et d'autre, des maisons bourgeoises. De façon générale, les plus grosses maisons villageoises, bourgeoises vont se retrouver là. Si on s'en va aux extrémités du village, on va retrouver des maisons plutôt à caractère agricole. Saint-Antoine est intéressant parce que, finalement, il a subi peu de modifications par rapport à l'état d'origine qu'on peut imaginer aujourd'hui. On se retrouve avec un village dont la structure originale est relativement bien conservée et dont la cohérence est celle qu'on a probablement connue autrefois. Il n'y a pas beaucoup d'insertion contemporaine, contrairement à d'autres villages où finalement des maisons anciennes sont disparues et puis on les a remplacées par des constructions contemporaines, des bungalows ou autre chose. Il y a un effort des individus pour que les maisons soient bien conservées, on le voit. Les maisons sont peinturées, les galeries sont en bon état, les revêtements extérieurs sont en bon état, il y a de jolies maisons, il y a un bon choix des couleurs. On sent que dans le village qu'il y a une conscience collective du fait qu'on habite un milieu qui est intéressant. Alors, tout est homogène. Quand je dis que c'est homogène, ça veut dire qu'on se retrouve avec des bâtiments qui ont à peu près le même gabarit, qui ont à peu près la même forme, la même morphologie, qui ont à peu près la même hauteur. Ils ont l'espacement entre ces maisons-là est à peu près égal. La distance entre la maison et le chemin est à peu près égale aussi. Il y a un ordre.
Marc Bélan est inspecteur municipal à Saint-Antoine. Son implication au sein du village ne s'arrête pas là. Il fait aussi partie du comité d'urbanisme de la municipalité. Je possède la maison depuis 88, puis je joue du marteau depuis 88, puis je vais toujours continuer à jouer du marteau, je pense. Surtout parce que c'est des matériaux aussi, c'est du bois, hein, donc ça pourrit, il faut le remplacer, il y a toujours des joints à refaire, tout ça, là. Ça permet de développer son talent de bricoleur. Je suis inspecteur à Saint-Antoine depuis 1993. Bon, dans une petite municipalité, le métier d'inspecteur, là, ça en couvre pas mal large. Là. Ça va des chicanes de voisins à la réglementation d'urbanisme, les travaux routiers, l'hygiène du milieu. Donc, on fait un petit peu de tout, là. Cet organisme, composé de 5 citoyens et d'élus municipaux, s'assure que les projets de rénovation soumis par les citoyens du village sont conformes au plan d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité. Ce plan, adopté par la municipalité de Saint-Antoine au début des années 90, vise à favoriser la mise en valeur des bâtiments existants. Ici, un bâtiment de catégorie 1, qui est la qualité supérieure dans les bâtiments répertoriés de la municipalité. Les classés 1 par la richesse de l'ornementation qu'on retrouve là, et la volumétrie, le découpage du bâtiment, les lucarnes, les détails qu'on retrouve un peu partout, là, les festons au sommet de la galerie. Et ce qui rehausse la beauté du bâtiment, si on veut, c'est l'emploi des couleurs qui a été fait là, lors des travaux de rénovation. Bon, donc, ce bâtiment a été classé de catégorie 2 parce qu'on le retrouve, une architecture typique qu'on retrouve à de nombreux exemplaires sur le territoire ici. Et ce qui est remarquable, c'est la qualité des travaux de restauration et de rénovation qui ont été faits, là, entre autres l'encadrement des fenêtres, les souches de cheminée, le revêtement de fer-blanterie. Pour l'amélioration du projet, il y aurait le type de revêtement métallique de toiture qui pourrait être amélioré. Donc, le bâtiment que l'on retrouve ici est de catégorie 3. Les éléments qui l'ont fait retenir comme bâtiment classé sont la volumétrie générale de la bâtisse, les toits mansards, le revêtement de métal de la toiture, le tôle serti et tôle à la canadienne. Les éléments qui le déclassent un peu sont le parement d'aluminium sur les murs et le revêtement métallique des souches de cheminée, qui sont réenveloppées de métal, mais sans décoration. Les gens fleurissent les maisons, fleurissent les parterres. On a des très beaux jardins. Ils aiment Saint-Antoine, puis ils aiment ça embellir le village. Il y a des concours qui sont lancés pour les maisons fleuries. Oui, les gens sont fiers d'habiter Saint-Antoine, sont fiers de montrer leur village aussi aux autres. Les gens ont mis beaucoup d'efforts à conserver les vieilles maisons. On se retrouve ici dans ce que je considère être le noyau du village, le centre, c'est-à-dire la place de l'église. Cette église-là a été détruite par un incendie au moment de la Première Guerre mondiale, soit autour de 1913-1914. Et à ce moment-là, on a dû reconstruire en partie. C'est ce qui explique en fait qu'on retrouve des ouvertures avec des cadrages en pierre taillée, des arcs surbaissés, un claveau. Au centre, au sommet, un oculus. On va retrouver des éléments de décor classique, des frontons triangulaires. Et tout ça est relativement simplifié. En fait, c'est un peu le type de décor qui est utilisé par les architectes au début du 20e siècle, qui fait référence à tout le bagage classique du siècle précédent. À droite de l'église, on retrouve l'ancien presbytère. Une construction de la fin du 19e siècle. Et il s'inscrit tout à fait dans la mode Second Empire de l'époque, qui est une influence stylistique qui fait partie de la grande période victorienne. Et c'est son toit, en fait, qui le rattache à l'influence Second Empire. C'est ce qu'on appelle un toit brisé, mais que les gens ici, localement, vont plutôt appeler un toit mansardé. Le presbytère n'est plus habité par le curé. C'est maintenant un centre culturel.
À la Maison de la Culture, il y a au moins 6 expositions par année qui durent 6 semaines chacune, sauf l'exposition d'été. L'exposition l'été, on essaie que ce soit une exposition plus d'envergure. C'est un bel accomplissement, je pense, parce que d'abord, on est la seule maison de la culture pour un si petit village dans le coin. Je sais que ça existe ailleurs, mais dans le coin, ici, là, dans la vallée du Richelieu, on est le seul village. Alors, c'est quand même une fierté. On est rendu avec une certaine notoriété, je pourrais dire, là, par la publicité qu'on fait. Il y a des gens de Montréal qui viennent, des gens de Sorel, Belleuil, Saint-Hilaire. Vraiment, on a un bel achalandage. On aime Saint-Antoine pour son histoire, son architecture, sa tranquillité. Les paysages que la région nous offre sont magnifiques. Parfois, c'est sur 2 roues qu'il fait bon les découvrir. L'écrivain, François Barcelot, en sait quelque chose. Ce que j'aime justement du vélo à la campagne, c'est ces changements de paysage. On voit tout à coup, bon, c'est une journée de pivoine et puis 2 jours plus tard, c'est les lilas et puis enfin, on a vraiment une très grande variété. Ça change beaucoup la campagne et on s'en rend compte. Je fais à peu près toujours le même circuit de 23 km, mais j'ai jamais l'impression d'avoir fait 2 fois de suite le même circuit, tellement il y a vraiment de choses à observer. La campagne ici est très plate. Hein? Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de colline. Alors, effectivement, c'est un peu idéal pour le vélo, mais j'aimerais bien qu'on ait une colline ou 2 pour m'exercer un peu plus au niveau cardiovasculaire. S'installer dans un village comme Saint-Antoine-sur-Richelieu, c'est pas très difficile. Donc, on n'est pas loin de tout. On n'est pas à 3 heures de Montréal, par exemple. Donc, on n'est pas très loin. Donc, on n'est pas obligé de changer complètement ses amis. Donc, on peut garder nos amis montréalais, puis on peut s'en faire ici sur place. On dit des gens de la campagne qui sont pas très accueillants, mais au contraire, je veux dire, on m'a assez bien accueilli. Je me suis intégré. J'ai commencé à jouer au badminton avec des gens du lieu. Je me suis intégré à la Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu. J'en ai même été président pendant 2 ans, si je me souviens bien. J'ai été pendant à peu près 25 ans rédacteur publicitaire. Et maintenant, bon, ben, j'écris peut-être 3 ou 4 livres par année. C'est peut-être ici que c'est l'endroit le plus agréable pour écrire. C'est tranquille, c'est paisible. On ne s'interrompt que quand on a envie. Alors, je peux écrire à loisir. Carnet de campagne, c'est un livre dans lequel je raconte un petit peu mes expériences de citadin transplanté à la campagne. C'est un livre qui contient des petits poèmes. Enfin, j'appelle plutôt ça des rimettes que des poèmes. Ce sont des petits poèmes rimés. Je vous en lis un, par exemple, sur les pissenlits. Tiens, c'est la saison, d'ailleurs. Bon. Pissenlits. Je ne les déteste pas tellement. Je les trouve même plutôt charmants. Mais tout le monde leur en veut, alors je fais de mon mieux. Pourtant, chaque année, malgré tous mes efforts, je suis forcé d'avouer que j'ai eu tort. J'ai fait la guerre aux pissenlits et j'ai encore perdu. Tant pis. Le problème, c'est le jardin. Le jardinage, j'en avais jamais fait. Et ça a été un peu pénible. Je me suis aperçu que le désherbage est une job à plein temps l'été. Ben, oui, on peut avoir un jardin en ville, mais en général, c'est minuscule, alors qu'ici, ben, on peut avoir la grandeur qu'on veut. Même un peu plus que je voudrais, peut-être. Est-ce que je vais finir mes jours à Saint-Antoine? C'est une question un peu délicate. J'aimerais bien. Je sais par contre que les tâches deviennent de plus en plus difficiles, que ce soit le fameux désherbage ou que peut-être un jour, ben, je devrais être un peu plus près des centres de santé. Mais pour l'instant, ça va bien et puis je ne serais pas fâché de vivre ici jusqu'à 100 ans ou plus, si Dieu me prête vie. Moi, je suis encore à Saint-Antoine, c'est parce que mes voisines m'aident beaucoup. Le village, c'est comme une famille, puis tout le monde prend soin de l'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne connaissez pas, puis il ne vous connaît pas, mais il va vous saluer. Je pense que c'est dans la nature des gens d'être accueillants, d'être chaleureux. On a une appartenance. À chaque fois qu'on sort, on salue une personne qui est en auto, une personne qui est en vélo, une personne qui marche. C'est très différent des grands centres. Sur la vie, c'est plus calme, je trouve. On parle avec tout le monde. Il y a moins de stress, de pollution aussi. Je joue aux poches encore, mais ça fait 2 ans que je joue bien à pétanque. On n'a pas de pression, on n'a pas la pression de la ville. Le fait d'aller aux poches, on rencontre tous nos amis. Et puis, ça passe un après-midi. Parce qu'on n'a pas de magasin à visiter ici, à Saint-Antoine. Le petit village de Saint-Antoine-sur-Richelieu
se distingue par la qualité et la richesse de son patrimoine architectural. On y compte plus d'une cinquantaine de maisons ancestrales remarquablement bien conservées. Plusieurs de ces demeures ont plus de 150 ans. Celle qui est derrière moi est assez représentative, en fait, des modèles les plus anciens. C'est un bel exemple là, d'une grande habitation d'un étage et demi. On prétend qu'elle a été construite en 1779. C'est possible que la maison date de la fin du 18e siècle. Par contre, elle a subi quelques ajouts, c'est-à-dire que l'idée d'avoir un avant-toit qui recouvre une galerie comme celui-ci est un ajout postérieur. La maison n'était pas dans cet état-là à l'origine. Elle avait des versants qui étaient droits, qui finissaient fort probablement au nu du mur. Une autre des caractéristiques de cette maison-là, c'est le fait de retrouver aux extrémités des murs des souches de cheminée qui sont très, très larges. Et la maison étant très longue, on va retrouver évidemment une autre souche de cheminée qui est dans le centre, qui correspond à un autre système de chauffage avec un foyer en pierre. Ce qui est aussi caractéristique de cette architecture-là de la fin du 18e siècle, c'est le fait que les murs pignons soient exhaussés légèrement par rapport à la ligne du toit. Cette particularité de construction, on la retrouve principalement dans la région de Montréal. On imaginait que si une maison passait au feu, que la propagation de l'incendie d'une maison à l'autre serait empêchée, du moins en partie, par le fait qu'il y avait un exhaussement de pierre. Donc ici, c'est un élément architectural qui n'a pas d'utilité, il est purement décoratif et c'est essentiellement l'adoption en milieu rural d'un élément d'architecture qui nous a frappé, qu'on a vu en milieu urbain, fort probablement. Ce bâtiment qui est derrière moi est un bâtiment plutôt exceptionnel. Dans la mémoire collective ici, d'ailleurs, on l'appelle le château. C'est un édifice qui a été construit à la toute fin du 19e siècle, en 1897, par Louis-Joseph Cartier, qui était un marchand, dont le père était aussi marchand. On sortait de toute la période victorienne. En fait, on est à la fin de la période victorienne qui a connu un goût pour des styles divers, influence italienne, influence française, influence de la campagne anglaise. Et à la toute fin du 19e siècle, on cherche en fait quelque chose qui va frapper l'imagination. Et l'architecte qui a conçu ça ici derrière est allé puiser dans l'architecture plutôt d'influence arabe ou mauresque. Cette influence, on la voit dans ce fameux arc qu'on retrouve au sommet de toutes les ouvertures. On le retrouve au-dessus de la porte principale de façon caractéristique. On le retrouve aussi au deuxième étage. Quand on n'a pas les moyens de le faire au niveau de la maçonnerie, on le suggère en fait, comme on voit ici à gauche. Il y a certaines fenêtres dont le sommet est rectangulaire, mais on a simplement suggéré le motif dans la brique. À remarquer aussi, évidemment, les éléments de menuiserie, les portes qui comportent beaucoup de motifs travaillés, la plupart du temps du végétal, et les couleurs, qui sont les couleurs du victorien, des couleurs sombres actuellement, des rouges foncés, du brun foncé, les couleurs typiques, en fait, de cette période-là. Bien, ce qui est intéressant, en fait, de noter aujourd'hui, c'est que ce bâtiment-là, qui est un bâtiment exceptionnel, est utilisé, en fait, comme restaurant, avec un bel aménagement tout autour, des jardins sur le côté, des petites tables où on peut manger. Ça fait un environnement très sympathique. Les charmes de Saint-Antoine ne se confinent pas uniquement à son architecture. La rivière du Richelieu est sans conteste l'un de ses plus beaux joyaux. L'histoire même du village est liée à ce cours d'eau. Quand on se replace dans le contexte du 17e siècle, du 18e siècle, et un peu aussi au début du 19e siècle, le Richelieu a joué un rôle important sur le plan militaire, tout simplement parce que c'était une voie de communication naturelle entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Angleterre, on pouvait venir tenter d'envahir ou de mener des petites invasions guerrières dans la vallée du Saint-Laurent à partir du Richelieu. Et le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a des expéditions qui sont parties de la vallée du Saint-Laurent vers la Nouvelle-Angleterre. On a encore aujourd'hui, en termes de communication, une persistance d'un système de communication très ancien, qui est le traversier, qui relie en fait Saint-Denis à Saint-Antoine. Le traversier est apparu au début du 19e siècle, je pense en 1832. Aujourd'hui, le bac fonctionne avec un moteur. Ce moteur-là est branché par un système mécanique sur un câble et le câble relie les deux rives. Ce système entraîne par contre un certain danger. À chaque année, quelques bateaux happent le fil de métal reliant les deux rives. Mais les dégâts ont toujours été jusqu'ici mineurs.
Au 19e siècle, le système est différent. Il n'y a pas de moteur. En réalité, c'est la force animale. On utilise un ou des chevaux qui sont chargés de mouvoir un mécanisme quelconque qui lui permet au bac de traverser d'une rive à l'autre. L'hiver, les deux villages sont simplement reliés par un pont de glace, une sorte de chemin balisé par des sapins avec une petite pancarte. Je suis originaire des Laurentides. J'ai voyagé, je me suis installé dans Charlevoix un petit bout de temps, j'ai habité à Montréal. Puis finalement, je cherchais de la nature, puis j'ai trouvé ce magnifique paradis. Alors, je suis venu m'installer ici en 1990. Saint-Antoine, parce que c'était près des grands centres, mais surtout parce qu'il y avait la nature et la proximité de l'eau. Je suis un amoureux de l'eau, j'aime beaucoup me promener sur l'eau. L'eau m'a toujours appelé parce que ça a toujours fait partie de notre réalité. Et les meilleurs souvenirs, c'est quand mon père m'amenait à la pêche. J'avais peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années. C'était des embarcations qu'il se fabriquait lui-même parce qu'il n'y avait pas les moyens de s'en acheter. L'appel de l'eau, c'est difficile à décrire. C'est comme un besoin. C'est une évasion. Et quand on est sur l'eau, sur un bateau, c'est la même sensation que d'être sur une île. C'est un monde qui nous appartient en propre. Donc, on quitte tous les aléas de la société, avec tout ce que ça inclut au niveau du bruit, au niveau du stress, au niveau des contraintes. Et on a, comme je disais tantôt, une liberté totale. Donc, on est en contact avec soi-même et c'est plus facile de clarifier notre pensée. Quand il y a eu une récession en 92-93, je regardais qu'est-ce que je pouvais faire pour continuer à gagner ma vie. Et faire des petits travaux autour, peinturer des galeries, tondre le gazon, c'était pas suffisamment stable. Alors j'ai pensé à élaborer une activité qui me garderait chez moi puis qui pourrait continuer à gagner ma vie. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à fabriquer des bateaux. En fait, je me présente comme un fabricant de rêves, un réalisateur de rêves. Parce que les gens qui viennent me voir, ils veulent réaliser un rêve. Parce que s'ils veulent un bateau, juste pour un bateau, il y a plein de bateaux disponibles sur le marché en aluminium ou en fibre de verre. Alors, quand ils viennent me voir, moi, je fabrique des embarcations en composite bois époxy qui mettent tout en évidence le bois. Donc, quand les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent réaliser un rêve tout à fait particulier. Donc, je me vois comme un réalisateur de ces rêves-là. Maintenant, ce serait difficile, évidemment, de quitter Saint-Antoine. Quand ça fait 30 ans, on est vraiment enracinés. Je trouve qu'on est bien. On est bien ici. C'est la campagne, donc des fois, il y a les odeurs de la campagne, mais ça, c'est la campagne. En ville, c'est les gaz des autobus, des autos. Ici, c'est les gaz des vaches. Je pense que le quitter d'une façon permanente, ça serait très difficile. T'sais, on va ailleurs, des fois, on voyage, tout ça. On voit des beaux villages aussi, mais on est content de revenir. Je l'aime comme ça, mon village, et je voudrais pas qu'il change. Tout le monde, on est fiers de notre village.